Salut à tous et de retour pour une nouvelle quotidienne. Aujourd'hui 21 juin, journée de bleu, journée d'équipe de France ce soir. Et en termes de chronique, je vais vous parler assez largement. Ça veut dire qu'on va parler immigration, colonisation et liberté de la presse. On pourrait être sur CNews, mais non, on est bien sur 11 art. Ça va parler de la liberté de la presse slovaque, l'immigration polonaise dans le nord de la France, des relations compliquées entre le Suriname et les Pays-Bas. Franchement, il y a un beau programme aujourd'hui. Et pour m'accompagner dans cette belle journée d'équipe de France, on en a un qui est le rapport préféré, ton rapport préféré, tant en étant le boss des élections et de l'urbanisation. Franchement, on n'a pas vu autant de flexibilité tactique depuis Maxwell Cornet. Comment ça va, Motas? Écoute, ça va, hein, c'est si beau comment tu m'as résumé. Jour de fête de la musique aussi, 21 juin. Jour de Attends, fête de la musique. c'est hyper important. Ouais, on n'a pas Hyper de la important, météo qui même va si. avec, mais Ouais, exactement. Mais bon, ça, c'est pas grave. On est habitué maintenant, puisque ça fait maintenant 6 mois que ça dure. ouais. Comme quoi. Si on était sur CNews, tu vois, j'aurais commencé en disant ah bah il a bon dos le réchauffement climatique, qu'on vienne plus me dire que l'atmosphère se réchauffe. Hein. Mais comme je ne l'ai pas dit, nous ne sommes pas sur Voilà. CNews. Après, ça pourrait s'améliorer demain, tu vois. On enregistre la veille, tout est possible. Oui, c'est vrai, tout est possible, mais les prévisions ne sont pas bonnes, Tom. Exactement. Contrairement aux sondages des Ouf, oui. législatives. N'hésitez pas à voter, hein, bien Ça, sûr, c'est toujours. CNews, tu vois, justement, ils disent ça. Les Voilà. prévisions météo ne sont pas bonnes, contrairement aux sondages. De l'autre côté, on en a un qui passe plus de temps sur TikTok que ta sœur, mais en même temps, on continue de faire croire à ses potes qu'il a un vrai boulot et qu'il est complètement prêt pour ses partiels. Comment ça va, Bilal? Ça va, mais j'ai l'impression que j'aurais presque préféré en intro me faire comparer avec Maxwell Cornet, mais bon, en tout cas, merci pour cette belle intro, Tom. Je me rattraperai sur la prochaine que je te T'es fait ferai. comparer à la sœur de Maxwell Cornet Ouais, c'est ça. sur TikTok. Je suis la seule. Ouais, effectivement, c'est une belle comparaison. Mais ouais, effectivement, on enregistre. On est le 20, il est 9h53. Donc autant te dire qu'il y a moyen qu'on dise des choses qui n'aient plus de sens demain. Donc voilà, en tout cas, oui, journée d'équipe de France, journée de match très très important pour les Bleus. Donc très content d'être là. Des journées où tout le monde devient spécialiste du botox de nez, évidemment, pour Kylian. Alors évidemment, avant de démarrer cette émission, n'oubliez pas qu'on est évidemment en live tous les soirs. Alors on a eu quelques lives maison cette semaine, mais on renchaîne avec 3 lives à la Cité Fertile. Ce soir, si tu veux kiffer un peu l'équipe de France contre les Pays-Bas, pourquoi pas apprendre un peu plus sur discrimination dans le foot avec Anouche Morel à Pantin, évidemment. Et puis, si tu veux choper les replays des lives en audio ou sur les plateformes d'écoute, tu peux le faire et évidemment retrouver tous nos lives sur notre chaîne Twitch Après, avec comme ce soir, je crois que c'est Bilal et moi, ça risque de déraper fort. Donc, je suis pas certain qu'il faut inviter les gens à écouter les replays. En tout cas, pas la police nationale, ça c'est sûr. Je n'invite pas la police nationale à exactement. écouter les replays. Exactement. Et puis évidemment, faut aller s'écouter, les quotidiennes du jour en dehors de celle-ci, évidemment. Les matchs du jour, c'est Slovaquie-Ukraine à 15h, Pologne-Autriche à 18h et les Bleus qui affrontent les Néerlandais sans Kylian à 21h. Et donc je vais démarrer, je vais ouvrir le bal avec le Slovaquie-Ukraine. 15h, Slovaquie, Ukraine. Bon, notre ami Tom, aujourd'hui pour ce match de 15h, tu as voulu nous parler de la liberté de la presse. Alors qu'en France, on a un président qui voudrait se faire élire une 3e fois d'affilée. Le Premier ministre slovaque, lui, démarre son 4e mandat à la tête du pays d'Europe centrale. Effectivement, élu une première fois en 2006 pour 4 ans, il revient au poste en 2010 pour 8 ans, ça commence à faire beaucoup, perdant même au second tour des présidentielles en 2014, alors soutenu par François Hollande, c'est vraiment ça change beaucoup de choses, hein, le soutien de François Hollande. Il démissionne en 2018 alors que le parti populiste est sur le point de perdre les élections législatives. Alors Fico, hein, Robert Fico, revient finalement avec un programme eurosceptique, anti-gay et pro-russe en 2023, tout ce qui se combine plutôt très bien, remportant les élections de son parti fondé en 1982. Ouais, encore un personnage assez sympathique. Et comme tout dirigeant autoritaire qui se respecte, j'imagine que la liberté de la presse est en jeu. Dans la lignée de la Pologne et de la Hongrie, il s'attaque régulièrement aux médias publics qu'il considère comme responsables de cette défaite aux élections de 2014. C'est pas sympa à taper sur le public. Avec son parti, il pousse même une motion de loi pour changer définitivement le paysage audiovisuel slovaque, remplaçant RTVS, un mix de Radio France et de France TV, par un média contrôlé par le gouvernement. Vous verrez évidemment aucun rapprochement avec la loi qu'essaie de faire passer Rachida Dati en France. Le but est de pouvoir choisir sa ligne éditoriale, le rédacteur en chef, évidemment pro-gouvernement. L'idée serait d'imposer un débat polarisant, alors que la société civile soutient encore une certaine forme de débat. On est encore très loin de ces news, mais on commence à s'y rapprocher. Et finalement, il y a un mois, alors malheureusement, Fico, il a été subi une tentative d'assassinat pour laquelle il se fait encore soigner à l'hôpital. Cela ne l'empêche pas à son parti de continuer à pousser cette nouvelle loi et cette nouvelle législation.
Et justement, comment le public réagit à cette nouvelle législation? Alors, la société civile, elle est assez polarisée. D'un côté, tu as les Slovaques qui se sont habitués à Fico, ça fait quand même presque 20 ans qu'il est au pouvoir, malgré les évolutions de pensée de plus en plus populistes. La population s'est séparée entre ceux qui s'informent sur les réseaux sociaux, hein, toujours très intelligents, et les sites pas très très journalistiques, qui sont évidemment pro-russes et pro-gouvernement. Et de l'autre côté, pour le moment, ça reste plutôt la majorité, une population qui s'informe sur les sites en ligne de qualité, que ce soit Danik N, SME ou Actuality. La population slovaque, n'hésitez pas à payer pour un ou plusieurs abonnements, hein, bien sûr. Si vous ne payez pas pour 11e art, au moins vous pouvez profiter pour aller payer pour d'autres choses de sympathiques. Les journalistes, eux aussi, montrent l'importance de la presse publique et indépendante avec une certaine manifestation, la première manifestation de l'histoire de RTVS. Ils se sont habillés tout en noir, ils ont refusé d'aller bosser, un peu comme beaucoup du service public, mais on ne va pas leur taper dessus aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas seulement peur pour leur travail, mais leur sécurité aussi, et également le futur de leur pays. Ouais, ils se battent un peu à contre-courant en plus, le contexte a l'air assez compliqué. Oui, malheureusement, le pays est dégringolé de 12 places mondiales dans le classement de Reporters sans frontières en termes de liberté de la presse. Un journaliste d'actualité a été tué en 2018 après des révélations sur un scandale de fraude fiscale d'un homme d'affaires, meurtre toujours pas élucidé, évidemment. Et parce que des temps changent, la Slovaquie fut le premier pays où une élection fut affectée par un deepfake. Alors, l'IA a servi pour créer un enregistrement audio qui mettait en scène le leader du parti progressiste Michal Šimečka, on va y arriver, et une journaliste de Danik N qui cherchait comment truquer les élections en achetant des votes. Aujourd'hui, on n'a pas arrivé à parfaitement prouver que c'était un deepfake, mais ça semblait un peu louche que ça soit publié 2 jours avant sur Facebook des élections. Finalement, le Fico a remporté cette élection. On se demande qui aurait pu créer ce deepfake. Et pour revenir un petit peu à notre match du jour, cette liberté de la presse affecte le conflit russo-ukrainien. Complètement. Alors, pour donner un peu de contexte, la Slovaquie partage 100 kilomètres de frontière avec l'Ukraine. Elle a beaucoup aidé son voisin avec l'aide des réfugiés dans un sens, et dans l'autre sens, tu as l'aide humanitaire et des armes qui vont pour le combat. Cette aide continue encore aujourd'hui, malgré une relation très forte entre le gouvernement slovaque et le Kremlin. Fico et son gouvernement prônent une rhétorique pro-russe tout en important l'intégralité de son pétrole et 87% de son gaz de Russie. C'est parfait, ça marche très bien comme ça. Cette rhétorique se propage sur de nombreux sites qui sont pro-gouvernement, dont je parlais tout à l'heure, et bien sûr les réseaux sociaux. Cela pose donc forcément une question et des problèmes quand on pense à la relation qu'a la Slovaquie avec l'Ukraine et la Russie, d'autant que le public sait très bien depuis le début que Fico est un parti pro-russe. C'est pour ça qu'il a été élu pour certains. Pour comprendre un peu plus les problèmes que peuvent causer le manque de liberté de la presse, j'ai parlé à Pavol Zalai, le chef du bureau européen et des Balkans de Reporters sans frontières. La vraie politique en matière d'armement, de livraison d'armes sur le plan commercial peut être très différente de ce que affirme la majorité. Donc il y a une fossé dans le débat public entre la vraie politique, les décisions, les vraies livraisons et la rhétorique politique. Et donc, nous avons d'autant plus besoin des médias indépendants qui, avec des méthodes journalistiques, vérifient et enquêtent en fait sur cette réalité sur le terrain. Et donc, évidemment, cela nuit aux intérêts, je dirais, de la majorité qui, elle, se satisfait à en fait, tenir un discours sur lequel elle avait été élue, donc pro-russe, pro-Kremlin, et ainsi couvre en fait sa vraie politique en la matière. Merci à Pavol Salai, un pays de plus qui montre quelques limites dans son agissement humanitaire et qui se tourne petit à petit vers la Russie. Ça va forcément créer quelques tensions lors du match. Pour finir sur cette législation, qu'est-ce qui est fait pour l'empêcher d'être implémenté? Alors déjà, pour voler un peu le drapeau de cette belle organisation qu'est RSF, ils font énormément de communication autour du problème slovaque, notamment auprès de la Commission européenne, et cette nouvelle loi de l'audiovisuel qui va forcément à l'encontre de la législation européenne sur la liberté des médias. RSF et la Commission européenne sont bien conscients qu'avec la présence de la Hongrie déjà en Europe et dans l'Union européenne, on voudrait éviter un nouveau régime autoritaire. D'autant que la Slovaquie fait aussi partie de l'OTAN. On était aussi passé pas de loin avec la Pologne l'année dernière. Il a fallu un gros effort pour éviter un cas similaire. Et la Slovaquie dépend grandement des fonds européens pour vivre. Et donc, ils essaient de se tenir à peu près à carreau, même si l'effort n'est pas terrible.
RSF propose également de l'aide juridique et financière à des associations de journalistes persécutés ou en danger. Et enfin, ceux qui peuvent réellement faire front contre cette législation, c'est de plus en plus d'investigations journalistiques et la société civile qui montre le front. Et il faudra bien sûr que des ministres dans le parti de Fico montrent beaucoup plus de volonté pour avoir plus de démocratie dans ce pays. Une prière partagée par RSF et l'Union européenne et forcément par le peuple slovaque et ukrainien. Eh bien, merci Tom pour cette petite chronique. Et maintenant, je vais me tourner vers mon ami Motas, qu'on n'a pas entendu depuis un peu trop longtemps à mon goût. Qu'est-ce que tu penses de ce petit match, ce petit Slovaquie-Ukraine? Lequel? Le match sur quel terrain? Bah, franchement, Les deux, hein, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de foot, donc n'hésite pas à aller sur le terrain du foot. Non, sur le terrain du foot, je vais te dire la vérité, c'est assez illisible comme match. La Slovaquie, je trouve, elle a fait bonne impression contre la Belgique. J'ai regardé les 2 matchs, étrangement, parce que c'était à des créneaux un peu étranges, mais je les ai mis en fond. Et particulièrement celui de Belgique-Slovaquie, moi, je les ai trouvés assez cohérents. Alors forcément, ils étaient assez dominés par la Belgique, mais je trouvais que le bloc, il avançait bien ensemble. Ils ont joué leur coup à fond. Ils n'ont pas eu qu'une seule occasion. C'est-à-dire que ça finit à 1-0, mais honnêtement, s'ils mettent 2-3 pions de plus, c'est pas non plus un vol incroyable. Et côté Roumanie-Ukraine, alors j'ai vu d'un peu plus loin. Moi, j'avais bon espoir que l'Ukraine nous surprenne pendant cet Euro. Et finalement, ils m'ont fait mentir. C'est vrai qu'il y a un côté agrégat d'individualité et pas tellement de collectif. Pour le coup, on avait un bloc hyper désorganisé, etc., ce qui a amené les buts roumains. Mais c'est le genre de match qui, en fait, t'excite pas au départ et un peu comme comme le Écosse-Suisse qui finit un partout, ce genre de match-là qui sont pas hyper bandants sur le papier. Bah, honnêtement, ça offre toujours du spectacle. Donc, j'aurais mis l'Ukraine sans sourciller. Oh là, Avant la compète, c'est ce que je viens de t'aurais faire. mis l'Ukraine. Exactement. Et là, tu vois, je suis vachement plus sceptique, donc ça va me donner envie de regarder le match. Ouais, surtout que les matchs de 15h depuis le début de la compète sont quand même souvent assez sympas. Mais bon, on va suivre ça. Mais on passe désormais au match de 18h. Pologne-Autriche. 18h. Pologne-Autriche. Et pour ce match Pologne-Autriche, Motas il va nous parler de l'immigration polonaise dans le nord de la France. Eh oui, mon petit père. Je vous laisse fermer les yeux et imaginer la scène qui nous a été rapportée par la presse locale. Dimanche matin, dimanche dernier du coup, sur l'axe Béthune-Lens, un promeneur rapporte avoir vu accrocher plusieurs drapeaux polonais à différentes fenêtres. Et rapidement, on pourrait croire à un chauvinisme exacerbé, car normalement, dans l'équipe polonaise, sur le côté droit, devrait débuter un joueur que l'on connaît bien en France, Przemysław Frankowski. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ce joueur? Bah écoute, rien. Enfin, à mon humble connaissance, je partage pas encore sa vie privée. Par contre, il est rentré dans le club peu sélect des joueurs polonais du Racing Club de Lens, son équipe actuelle. Et dans l'effectif polonais, il est d'ailleurs pas le seul à appartenir au club de l'Artois, puisque le buteur contre les Pays-Bas au premier match, Adam Buksa, est lui aussi propriété du club lensois, même s'il était prêté l'an passé au club turc d'Antalyaspor, dans lequel il a quand même marqué 16 buts en 35 matchs. Donc on l'imagine facilement en Ligue 1 la saison prochaine. Ouais, ça peut être un joueur vraiment intéressant pour ce nouveau projet lensois. Et du coup, tu viens de nous parler de la filière polonaise du RC Lens. C'est un peu le même principe que les Brésiliens au PSG ou les Pipes à l'OM. Eh ben non plus. Et en fait, s'il y a des Polonais au RC Lens, c'est pas un hasard, ni un coup de pif d'une équipe de recruteurs qui ont des liens étroits avec le Legia Varsovie ou le Lech Poznan. Promis, pas d'Alex ou d'Aloisio avec des faux passeports ou de théories sur les ambiances Sochaux. Il s'agit juste de l'histoire de la région. Aujourd'hui, on est en plein débat sur l'utilisation du nucléaire comme énergie principale, ce qui ne nous fera pas croire à la désunion du nouveau Front populaire, je vous rassure. Il faut savoir que dans ma jeunesse, dans les années 30, c'est le charbon qui est à la mode. Et je ne te fais pas un cours sur l'extraction minière au début du XXe siècle, mais elle nécessite une main-d'œuvre importante. Cette main-d'œuvre, souvent, elle vient de l'extérieur. Et surtout à cette période, car à la sortie de la Première Guerre mondiale, après la boucherie qu'a été cet épisode, les Français, pour descendre à la mine, il y en a forcément moins qu'avant. Et donc, c'est dans les années 30 que la Pologne devient la grande filière d'exportation de travailleurs dans la région, puisqu'on compte jusqu'à 192 000 ressortissants du pays pour venir travailler, et en grande majorité dans les mines de charbon. Et comme dirait Bilal, c'est quoi le rapport avec le foot? Eh ben, les ouvriers, comme partout, après le travail, il faut les occuper. Alors, ils s'intègrent petit à petit dans les associations locales. Et comme partout, il y a des associations dans lesquelles on joue au foot. C'est le sport qui monte, les possibilités de jouer sont multiples. Et rapidement, beaucoup de Polonais performent et se créent une petite réputation dans des clubs locaux.
Et ce phénomène de l'immigré qui performe plus que les locaux, plusieurs chercheurs l'ont théorisé, comme Breuil qui nous parle des Arméniens dans l'entre-deux-guerres, ou Solacroup et Sabatier qui observent le même phénomène chez les Portugais de la région bordelaise dans les années 80. En gros, pour te la faire courte, il n'est pas dur à comprendre. T'arrives quelque part, t'es nouveau, et un des facteurs d'intégration, c'est la performance. Pourquoi ? Parce qu'elle suscite l'attrait et la fascination chez les copains. C'est le même principe que le nouveau qui arrive dans la cour d'école. On n'est vraiment pas sur CNews, il y a vraiment de la recherche. Franchement, ça change. Donc à l'époque d'Alex, dans les années 30, les Polonais s'intègrent parfaitement dans les équipes locales et se donnent à 3000% pour s'intégrer par le ruissellement dans la société française. En gros, en fait, c'est la première phase, c'est plus ou moins celle-ci. Mais entre-temps, la Deuxième Guerre mondiale arrive et elle redistribue les cartes du monde en 1945. Et la Pologne, elle est comme Darmanin après le 7 juillet prochain, elle échappera pas au remaniement. Du coup, elle devient communiste et le communisme, plus à la mode à l'ouest qu'à l'ouest, a besoin de portes d'entrée dans le monde occidental. Donc, fort de son contingent expatrié 15 ans plus tôt pour travailler dans les mines, on le rappelle, c'est 192 000 arrivés quand même, elle espère diffuser ses idées dans la société française, notamment grâce à eux. Alors, grâce aux relais locaux, de nouvelles associations naissent, pas nécessairement sportives d'ailleurs, et étrangement proches du Parti communiste français. Il n'est pas rare qu'après un tournoi de foot amateur gagné par une équipe liée au PCF, dans la prise de parole, on salue les camarades polonais des mines, comme des membres d'une belle et grande famille. Du coup, le sport devient presque un outil de propagande. Tu peux élaborer un peu plus là-dessus ? Tu te souviens de la première phase. En gros, on performe chez les locaux pour s'intégrer. Et bien là, on reste dans les associations locales. Et d'ailleurs, quand je dis locales, c'est presque par opposition aux associations 100% communautaires qui existent dans la région. En fait, par local, il faut comprendre par association sportive déjà présente sur le territoire avant l'arrivée des Polonais. Du coup, on reste joué dans les associations locales, mais cette fois-ci, c'est pour y faire de l'entrisme. On le sait, un vestiaire, un stade, c'est aussi des outils pour la propagande communiste. On briefe le joueur et ensuite il parle de la réussite de notre régime qui résiste à l'impérialisme américain, etc., etc. Et ça finit par renforcer notre identité polonaise. Donc finalement, les porte-drapeaux français, ça serait des Polonais ? Les porte-drapeaux français ? Tu comprends bien qu'à l'époque, les Polonais sont devenus tous des relais du communisme en France. Non, pas nécessairement. Mais toujours est-il qu'ils ont créé un nouveau canal pour renforcer l'identité de la communauté dans la région. Et ça va de pair avec la culture ouvrière, et plus spécifiquement la culture minière. Mais on le rappelle de toute façon, la communauté polonaise, elle est déjà là depuis une vingtaine d'années. Donc elle s'est déjà établie depuis une vingtaine d'années dans le bassin minier. On ne peut pas juste la résumer à une petite bande d'agents doubles du Kremlin élargi. Et comme je te le disais, cette communauté, elle va s'établir petit à petit dans la région, elle va s'ancrer durablement dans la société. Et aujourd'hui, s'il y a des drapeaux polonais aux fenêtres les jours de match à Béthune, en fait, c'est plutôt ici qu'il faut chercher, dans l'histoire familiale et territoriale de celui qui l'a accroché à sa fenêtre. J'en reviens d'ailleurs à Stadium, on avait fait un format court dessus avec Bilal, cette pièce de théâtre sur les supporters du Racing Club de Lens. Dedans, un des intervenants le dit. Ici, tout le monde est un peu polonais. Ça fait partie de notre identité, celle des travailleurs dans les mines. Et quelques phrases plus loin, et ça revient à ma deuxième partie, il le lie aussi au communisme, en expliquant que bien qu'aujourd'hui l'extrême droite soit aussi puissante dans le coin, l'héritage de la région, elle est à gauche, notamment grâce à la culture ouvrière et à la culture de l'accueil, puisque le Nord verra s'établir d'autres communautés à travers le XXe siècle. Et par culture ouvrière, forcément, on peut comprendre culture communisme. Et par culture communiste, les Polonais, ils ont forcément, je te dis, joué un rôle dans l'acceptation de cette culture-là dans la région. Donc forcément, ça explique un nombre élevé de joueurs polonais dans l'effectif et dans l'histoire de RC Lens. Et là, oui et non, parce que de fait, on pourrait dire que le club travaille bien à ce niveau-là. Ils le savent, s'ils ramènent des joueurs polonais sur le terrain, c'est l'assurance que le public s'y identifie. En fait, qu'ils fassent vite partie de la grande famille lensoise. Et plusieurs joueurs polonais s'étaient souvent dit choqués de l'accueil qui leur avait été fait et de l'omniprésence des références à la culture polonaise dans la région. Enfin bref, tout ça pour dire que demain, il y a de grandes chances que aujourd'hui, il y a de grandes chances que la région soit plus tournée vers Varsovie que Vienne, et pas pour choisir Frankowski et Buksa plutôt que Danso, mais simplement parce qu'en fait, chez nous, ça fait longtemps que le Nord, il a une petite part de Pologne en lui. Bilal, tu ne penses quoi de ce match avec l'Autriche qui a été peut-être un poil décevante contre l'équipe de France et la Pologne qui, comme d'hab, ça ne nous a pas franchement impressionné. Ça ne va pas forcément donner un grand choc à 18h. Non, et déjà, je vais peut-être réagir à la chronique de Motas qui était très sympathique et qui permet aussi toujours de rappeler que l'équipe de France aussi a compté des Polonais de renom. On pense à Kopa ou à Wisniewski qui justement avait joué à Lens aussi. Et donc ce lien aussi a permis de profiter à l'équipe de France quelque part. Et du coup, pour le match du jour, Pologne-Autriche, c'est clair que c'est compliqué parce que l'Autriche, on l'a vu face à l'équipe de France, ils n'ont pas montré tant de choses que ça.
La Pologne, ça a été un peu plus intéressant quand même. La Pologne m'a surpris typiquement par rapport à ce que Ouais, j'attendais. moi J'étais aussi. un peu étonné. On sent la patte du nouveau coach Michal Probierz. Et il me semble qu'ils n'ont pas perdu depuis qu'il est arrivé. Et bah, maintenant ils ont perdu, hein, N'oublie pas que dans les previews, il a été comparé quand même au Gourvenec polonais quand même. C'est vraiment, ouais, bah, en tout cas, faut ça imaginer. fonctionne mieux que le coach précédent. Moi, j'ai trouvé les idées, en tout cas, les idées de jeu de la Pologne plus intéressantes que prévu. Et moi, je vois bien un match nul. Donc, ne copiez pas mon score sur MPP car je suis très très mauvais. Mais ouais, c'est sûr que je m'attends pas, je m'attends pas à un match de fou. Mais ça va être assez intéressant pour la suite de la compète, ce match-là en tout cas. Eh ben super, on va pouvoir enchaîner avec le dernier match du jour qui arrivera après notre belle table ronde de ce soir, qui est le France-Pays-Bas. 21h. Pays-Bas, France. Et donc, pour parler de France-Pays-Bas, tu vas nous faire un joli sujet, Bilal, qui va nous parler de colonisation un petit peu des Néerlandais qui ont réussi à s'exporter en dehors de leurs frontières et notamment au Suriname. Yes, mon bon Tom. Aujourd'hui, on va parler de Ruud Gullit, de Frank Rijkaard, d'Edgar Davids ou encore de Clarence Seedorf. Qu'ont ces joueurs en commun, au-delà du fait d'être de grands joueurs et même certains des légendes? Eh bien, ils sont tous originaires du Suriname. Et c'est justement des liens entre le Suriname, ancienne colonie néerlandaise, et les Pays-Bas dont je vais vous parler aujourd'hui. Bon, déjà, place-nous le Suriname sur la carte parce que je pense qu'il y a certains membres de 11e art, je pense notamment à moi quand je lis cette belle phrase, qui place la République tchèque dans les Balkans. Donc, ça ne fera pas forcément de mal de resituer sur la carte le Suriname. Ouais, on va pas dire Quelle on- indignité. on va pas dire de qui on parle. Le Suriname est un petit pays d'environ 600 000 habitants de la côte nord-est d'Amérique du Sud, qui est situé entre le Guyana à l'ouest, le Brésil au sud et la Guyane française à l'est. Jusqu'à son indépendance en 1975, le pays s'appelait d'ailleurs la Guyane néerlandaise. Bon, et raconte-nous justement la colonisation néerlandaise au Suriname jusqu'à l'indépendance en 75. Ça te fait une belle tranche. Ouais, je vais te la faire courte quand même. Dès le XVIIe siècle, le Suriname est colonisé par les Provinces-Unies, ancêtres des Pays-Bas. Elle fournit sucre, café, chocolat, coton à la métropole du fait de l'esclavage. Mais cette situation va évoluer. En 1950, le pays obtient des Pays-Bas le régime parlementaire et le suffrage universel. Et en 1954, devient une région autonome du Royaume des Pays-Bas. Au début des années 70, en pleine dégradation économique et sociale, une grève générale touche le Suriname. S'ensuivent des élections qui vont élire le Parti national du Suriname à la tête du pays. Celui-ci va entrer en négociation avec les Pays-Bas par la voix de son leader, Henk Caron, afin d'obtenir l'indépendance du pays qui sera donc effective le 25 novembre 1975. Mais un lien continue d'exister entre le Suriname et les Pays-Bas. Et bien justement, ce lien, il passe par le football notamment. Et comment se fait-il qu'autant de joueurs d'origine surinamaise aient pu intégrer la sélection néerlandaise? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, lors des années précédant l'indépendance, on table sur un tiers de la population surinamaise qui avait déjà émigré vers les Pays-Bas. Et une décision est prise au moment de l'indépendance, celle d'interdire la possibilité d'avoir la double nationalité surinamaise et néerlandaise à ses ressortissants. Typiquement, des joueurs comme Ruud Gullit ou Frank Rijkaard, nés aux Pays-Bas de parents surinamais, n'ont pas le choix, ils sont uniquement néerlandais. À cela s'ajoute une situation compliquée au pays où, à la suite de 1975, donc de l'indépendance, le Suriname va enchaîner les crises politiques avec une corruption bien présente au sein du nouveau parti à la tête du pays. Cela va mener à un coup d'État militaire dès 1980 et ça, forcément, ça accélère l'exil des Surinamais. C'est dans ce contexte que les parents d'Edgar Davids et Clarence Seedorf, par exemple, tous les deux nés à Paramaribo, la capitale du Suriname, se décident à quitter le pays en direction des Pays-Bas. Ils sont d'ailleurs environ 400 000 à en faire de même entre 1980 et 2010. Ça me rappelle un peu la génération Windrush des Caraïbes qui sont arrivés en Angleterre, notamment avec plein de Jamaïcains qui jouent aujourd'hui en sélection anglaise. C'était quel le premier joueur surinamé à jouer aux Pays-Bas? Eh bien, il se nomme André Camperveen et lui n'a pas attendu l'indépendance pour tenter sa chance en dehors du Suriname. Dans les années 50, il va jouer chez le voisin brésilien pendant une saison, puis direction les Pays-Bas et le HFC Haarlem. Il y jouera pendant 3 saisons avant d'arrêter sa carrière et de devenir journaliste et même ministre des Sports du pays. Un globe-trotter aux multiples casquettes dont le Stade national porte encore le nom aujourd'hui. Il sera assez vite suivi par d'autres et notamment par un certain Humphrey Mijnals qui sera le premier joueur à jouer pour la sélection nationale du Suriname, mais aussi pour celle des Pays-Bas, avec laquelle il comptera 3 sélections. La vague surinamaise est lancée. T'as toujours autant de mal avec le néerlandais, hein, je note mon ami. J'ai dit quoi?
Non, mais t'inquiète, ça va. Tu t'éclates sur les noms, hein, c'est tout. J'ai dit hollandais? Non, non, c'est juste que les Y, par exemple, on les prononce pas forcément, mais t'inquiète, hein, c'est Ah, pas choquant. vas-y, bah, ça m'intéresse. Comment on dit Humphrey Mijnals alors? Mainal, du coup. Mainal, très bien. Oui. Bah, je te Mais testerai t'inquiète. en arabe la prochaine fois, tu vas voir, toi. Salaud. On va voir qui est qui, toi. Bref, vas-y. Choukran. Alors, parlons justement de l'impact de cette vague de Surinamese dans le football néerlandais. Quels sont les gros événements qui les concernent? Bah, déjà, forcément, on est obligé d'évoquer l'Euro 88, où 2 des symboles de cette victoire néerlandaise sont Rijkaard et le capitaine Ruud Gullit, un capitaine de la sélection d'origine surinamaise donc. C'est un premier élément important dans l'imaginaire néerlandais. De plus en plus de joueurs issus du Suriname viendront joindre les rangs de la sélection. On peut citer des joueurs comme Kluivert, Trezeguet ou encore Hasselbank, à tel point qu'en 1998, dans les joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde, on compte 30% de joueurs d'origine surinamaise. C'est un chiffre énorme, d'autant plus quand on le met en perspective avec le fait que cette population représente moins de 2% de la population néerlandaise. Depuis 1954 et le fameux Mijnals, ils sont plus d'une cinquantaine à avoir revêti le maillot orange de la sélection. Oui, on pourrait aussi parler de Frank Rijkaard qui, en plus d'avoir porté le maillot de la sélection, a aussi été sélectionneur. Ouais, et lors d'un match face à l'Allemagne en 2000, il va même aligner une équipe où 6 des 11 joueurs sont d'origine surinamaise. Ouais, c'est énorme et ça montre bien l'impact de ce pays. Aujourd'hui, on compte combien de joueurs sélectionnés à l'Euro d'origine surinamaise? Eh bien, dans la sélection des Pays-Bas qu'on affrontera ce soir, ils sont 7. Van Dijk, Daniel Malen, Jan Madsen, Ryan Gravenberch, Steven Bergwijn, Wijnaldum et Xavi Simons. Ouais, donc ils sont vraiment complètement présents encore aujourd'hui. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, le Suriname est récemment un peu revenu sur sa politique sportive à ce sujet. En 2019, la fédération néerlandaise a annoncé un accord avec le Suriname permettant, je cite, d'aligner des joueurs sportifs de sa diaspora pour représenter le Pays-Bas lors des compétitions internationales. Une façon d'essayer de profiter de ses talents pour développer un pays qui est actuellement 144e équipe mondiale au classement FIFA. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander d'aller checker le trade qu'a fait FC Géopolitique sur son compte X. On y trouve pas mal d'infos que j'ai données là et d'autres pour un peu plus approfondir le sujet. Et le joli sujet de l'équipe, évidemment, sur le passage qui est sorti hier. Ouais, je t'ai dégoûté quand j'ai vu ça. Voilà. Motas, bon, je sais pas si tu as une petite réaction à avoir sur déjà cette colonisation et cette immigration surinamaise aux Pays-Bas, et puis on enchaînera sur La colonisation, c'est la mal. colonisation, c'est mal, c'est une belle conclusion. Et plus par rapport au... Non, Vas-y, vas-y. bah, plus sérieusement, après, c'est des mécanismes coloniaux et surtout d'héritage de la colonisation des pays occidentaux qu'on connaît bien en France, bien en Angleterre aussi. T'en parlais rapidement avec les Caraïbes anglaises et les joueurs d'origine jamaïcaine. Pour parler football, moi, cette équipe des Pays-Bas, j'avoue, je suis hyper hypé par cette équipe des Pays-Bas. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup et j'ai envie que ça fonctionne. Après, je suis beaucoup moins hypé par leur premier match contre la Pologne. Donc voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je trouve qu'il y a un problème chez Xavi Simons parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on fait pour être aussi nul par rapport à ce qu'on est capable d'être aussi fort dans la vraie vie. Et vraiment, contre la Pologne, je l'ai trouvé mais transparent. C'était infâme. Je pense que tu me mettais à sa place, c'était le même résultat. Donc, on verra. Je suis content parce que mon pari de me dire que Gakpo va réapparaître comme un bon joueur après sa saison que moi je juge demi-loupé à Liverpool. Honnêtement, je l'ai trouvé vraiment bon, hyper remuant, etc. Et ça revient un peu à ce qu'on s'était dit avec Flo à ce sujet-là, c'est que pour moi, il est beaucoup plus à l'aise quand il est à gauche que quand il est neuf parce que ça lui permet d'être beaucoup plus en mouvement et finalement, c'est pas un finisseur mais plutôt un joueur de mouvement, contrairement à ce que son physique pourrait laisser penser. Donc écoute, moi je leur laisse une autre chance. J'ai vraiment envie qu'ils aillent un peu plus loin dans cette compète. J'ai envie de les voir dans des gros matchs, huitième, quart de finale, etc. Donc voilà, je leur souhaite pas de battre la France, mais je leur souhaite quand même de se qualifier. Donc on verra si ça passe pas par un petit nul ou quoi, pour qu'on ait les deux de ce soir en huitième de finale et les voir jouer à un meilleur niveau. J'espère que Rakpo ne deviendra pas un joueur de tournoi. C'est un peu ça qui m'inquiète. C'est possible. Écoute, mais moi, je le trouve encore jeune. Je trouve Oui, bien qu'on sûr. en a fait beaucoup sur Liverpool. Et pour le coup, regardez vraiment, je pense, tous les matchs de Liverpool. Moi, je ne les trouvais pas si pourris que ça. À plein de moments où on l'a beaucoup décrié, je trouvais que dans le jeu, il était toujours intéressant. Il a ce côté un peu pile électrique qui, moi, me plaît beaucoup. Et surtout, il est très, très intelligent. Et je trouve que voilà, les joueurs un peu comme lui, comme Kai Havertz, qui jouent avec leur cerveau avant leurs pieds, moi, c'est toujours des choses qui m'intéressent.
Super. Eh ben, écoute, on va garder un œil là-dessus. Évidemment, si vous voulez profiter de ce match avec un peu de public et plus que juste tes deux potes ou ta main droite, tu vas pouvoir Attends, il y a venir quand même à la des gars. Cité Fertile. Attends, il y a quand même des gars qui se tapent des coups devant des matchs de l'équipe de France, t'es en train de nous dire? Je sais pas. Tout est possible, hein. 2024, les gars. Je sais pas. En tout cas, tu peux venir à la Cité Fertile à Pantin ce soir avec tes potes. Et il y aura une belle Après, moi, je suis conférence. gaucher. Hein. Enfin, je vous dis, Il y aura une belle conférence sur la discrimination dans le foot, car un sujet très important, Bilal, je te ferai signaler. Et puis nous, on se retrouve dès demain. En plus du live de ce soir, on se retrouvera dès demain pour une nouvelle quotidienne, en espérant que les Bleus aillent très loin.